vois là-bas, la grosse montagne, c'est le Moléson. Puis depuis le Moléson, on y voit ma maison. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à la carrosserie du coin. On est venu voir travailler Jean-Marc qui va nous présenter son métier. On est à Romont, c'est ici. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on essaie de vous présenter des métiers autour de l'automobile de manière générale. On remercie beaucoup Jean-Marc qui nous ouvre ses portes pour nous montrer un peu son boulot. Aujourd'hui, il travaille sur une C2 de 58, donc on va vous présenter en premier lieu. Et ensuite, il nous parlera un peu plus de son métier en détail. On est là pour cette petite bête, donc une Corvette C1 de 1958 qui est en pleine restauration. Pour ce qui est la carrosserie, en tout cas ici, il y a beaucoup d'autres travaux qui doivent être faits, donc on ne pourra pas l'avoir tout de suite, en tout cas entière. Concernant donc là on a un modèle 58, mais la Corvette C1 c'est de 53 à 62 et c'est vraiment une volonté de GM de concurrencer les roadsters, notamment des anglaises, que les GI avaient pu conduire lors de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui étaient postés donc en Europe, qui avaient pu donc tester ces voitures là-bas, et puis c'est un marché en fait qui fonctionnait. Aux États-Unis, il n'y avait pas ce genre de véhicule à ce moment-là. Quand tu dis ce genre de véhicule, c'est-à-dire les petits roadsters à l'anglaise, typiquement MG pour l'époque, Sunbeam, ce genre de choses. Tous les Américains en fait qui étaient postés en Europe ont pu essayer pendant la guerre et pendant l'après-guerre, pendant l'occupation de l'Europe. Et en revenant chez eux, c'est vrai que ce genre de voiture c'est fun. Donc la seule solution c'était de les importer. Heureusement, certaines marques comme... heureusement pour ces marques-là, ils ont vu le truc venir, notamment Ford avec la Thunderbird et GM avec Chevrolet. Donc GM, c'est le groupe auquel appartient Chevrolet, c'est toujours le cas d'ailleurs, avec la Corvette. Bon, au début, c'était pas ça, hein. Au début, c'est un échec commercial, surtout parce que c'était le 6 cylindres en ligne, le Blue Fire, si je me trompe pas. Il manquait un peu de jus. C'était un 6 cylindres en ligne, vous allez me dire, pour une Corvette, c'est un peu bizarre. Mais oui, c'était ça au début. Ils sont vite passés en 55 au V8, et à partir de là, ils ont refait le design aussi. Et à partir de là, les ventes ont bien décollé à partir de 55, ouais. Great success! Puis maintenant, ça marche bien, ça marche très très bien. Ils n'ont pas arrêté. C'est pour ça qu'on Plus de 70 ans d'histoire quand même, hein, pour un modèle, ouais, c'est pas mal. Ils n'avaient pas gagné les derniers, non pas les derniers, mais les 24 heures du Mans il y a quelques années. Oui, la course du centenaire du Mans, c'était 23 ou 24. On est en quelle année? On est en 26. 2026. C'était pas 25, ça c'est sûr. Je suis pas sûr que ce soit 24, peut-être 23. C'est 23 ou 24. La C8 R a fini première. Puis une belle bataille, c'était joli. Apparemment, elle avait le surnom de la baignoire roulante au tout début de sa carrière. Je pense à cause du manque de jus puis sa forme, mais sur le blason Corvette, donc c'est pas Chevrolet, hein, donc du coup le logo sur ce modèle-là. À l'origine, il était censé, en tout cas les premières versions qui ont été montrées dans les salons automobiles aux États-Unis, la partie où il n'y a pas le drapeau à damier, de l'autre côté, l'autre drapeau, c'était censé être le drapeau américain. Sauf qu'en fait, ils ont appris juste avant de commencer à faire de la grande série, qu'en fait, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le drapeau américain sur une marque déposée en fait. Du coup, on a le drapeau rouge à l'origine avec la fleur de lys et la croix de Chevrolet, si je me trompe pas. En tout cas, c'est ça. Donc la croix de Chevrolet pour la croix suisse, pour Monsieur Louis Chevrolet, et la France aussi parce qu'il était franco-suisse. En gros, avant de partir aux États-Unis pour créer Chevrolet avec un autre compère. La marque la plus suisse actuellement qui roule, c'est Chevrolet. C'est pour ça que t'en as une. C'est pour ça que j'en ai une. Non, pas que pour ça, mais c'est le petit détail en plus. J'ai vu que tu avais aussi le toit de l'autre côté. Ouais, j'ai l'air top. Ah, donc il est amovible. Ouais. Ah, cool. C'est une option d'origine, tu pouvais prendre ou pas, tu vois. Je pense qu'il rajoute quelques centaines de dollars. Et donc là, tous les trous qu'on voit sur les côtés, c'était quoi, des fixations pour des décorations? Des moulures, ouais. C'est toutes les fixations des moulures chrome, si tu veux. Et là, toi, tu dois en boucher certaines? On sera obligé de couper ce qui est abîmé derrière, tarauder, mettre un petit fileté dedans. Il y a beaucoup de trous supplémentaires qui avaient été faits quand j'ai commencé déjà un peu la fibre. Et ils ont fait pas mal de trous supplémentaires parce que je pense que ils n'avaient pas les bons supports pour les moulures, ils n'ont pas tout retrouvé. Il y a certainement eu une époque, tu vois, les KM58, il y a certainement eu une époque où les pièces ne se fabriquaient plus. Et puis c'était des voitures, comme tu as une Peugeot 206 aujourd'hui,
tu vas faire un minimum, quoi. Tu vas pas mettre beaucoup d'argent dessus, il faut qu'elle ait un peu de gueule, et puis voilà. Puis aujourd'hui, ben, ça vaut pas mal d'argent, et on essaie de reprendre les choses en main, pendant que c'est réversible. Et puis là, on voit, ils ont poliché vraiment énormément de fois, et on voit en transparence le fond qui revient, parce qu'ils sont tellement descendus en polishant, ben, qu'ils sont en travers. Je commence à avoir un peu le problème sur la mienne à certains endroits. Il y a très peu de couches de peinture, même d'origine. Hein. Peut-être un jour, elle viendra chez toi. Et après, toutes les portières, ben, tu vois, elles sont pétées. À force de claquer la porte ou de tirer sur le panneau de porte pour l'ouvrir, ben, ils te déchirent les coins et puis elles n'ont plus de rigidité. Donc ça, on est en train de tous les chanfreiner, les meuler pour les recharger avec une trame de fibre. Donc tout ça, c'est tout à revoir. Mais elle est fissurée de partout, quoi. Il y a partout des endroits où c'est fissuré. De l'autre côté, c'est encore plus flagrant, je crois. T'as beaucoup de perçages qui servent à rien, quoi. Des panneaux de porte, il y a des trous pour fixer les panneaux de porte, mais ils n'ont jamais mis 12 000 clips d'époque pour les fermer. Tu vois, ceux-là, ça doit être peut-être d'origine. Mais là en bas, je comprends pas, quoi. Alors moi, je vais tout fermer, complet. Tous les trous qui me semblent qui servent à rien, puis même ceux qui y servent, ils referont les trous par rapport à la nouvelle sellerie. Puis tu rebouches avec quoi? Puis voilà, c'est une espèce de mastic ou résine? C'est une résine, ouais. C'est une résine polyester avec de la poudre qu'on met dedans pour comme la poudre blanche que tu vois là-dessus. C'est pas sniffer, hein. Ouais, mais ça me rappelle de 3 trucs en menuiserie aussi, ces résines. C'est de la poudre qu'on mélange à la résine pour la rendre plus résistante et puis pas liquide, quoi, qu'elle devienne un peu petite. C'est deux composants, mais... C'est deux composants, ouais. Puis c'est la même que tu utilises pour la fibre de verre que pour la carrosserie classique? C'est les mêmes procédés, à part que moi, je fais beaucoup de recharge avec cette poudre, justement, plutôt que certains, ils utilisent ce qu'on appelle dans le jargon de la choucroute, c'est des fibres de verre broyées, hachées, mélangées à un mastic. C'est sympa, mais c'est pas solide, quoi. Les morceaux, ils tombent. Typiquement, sur ma Corvette, le devant, il est tout pété, quoi. Laquelle? La jaune. La jaune. Ouais. Oui, mais il y a deux jaunes. Quand tu dis, tout à l'heure, vous parlez de fibres de verre, c'est quand tu dois refaçonner des pièces entières de carrosserie Alors quand je dois refaçonner des pièces entières, là, je fabrique les moules, tu vois. C'est pas de facile, ça. Non, c'est pas évident. Parce que là, t'es équipé, du coup, pour faire des moulages ici, à la carrosserie? Ouais, c'est pas... L'équipement de base, il est pas compliqué, il faut surtout un cerveau qui réfléchit vite. Par rapport à ce que tu peux faire. C'est pas mon cas. Non, mais par rapport à ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, quoi. Ok. Tu vois. Et oui, après, le top, c'est de pouvoir mettre sous vide quand tu formes les pièces. Tu fais ton moule, tu mets ta toile, ta résine, tu le tires sous vide pour vraiment enlever toutes les bulles d'air qui restent dessus, quoi. Pour pas qu'elles soient poreuses, comme on a certains endroits là sur la carrosserie où il y a des trous qui apparaissent parce qu'il y a des bulles d'air qui sont restées prisonnières dedans. Avec les années, puis le soleil, ça met une espèce de gaz, puis ça traverse. Et ici, il y a tout le cerclage chrome qui vient exactement, autour, il y a le chrome. Ouais, tu as tout le chrome ici. Et puis là, tu as le logo du fuel injection. Parce qu'à la base, c'est une injection. Bah là, c'est toujours une injection, ils ont remis une injection. Non, là, c'est un carbu. Ah, ils ont mis un carburateur à la place de l'injection? Pour le moment, oui, pendant qu'il est en révision, parce que ces injections mécaniques, c'est très dur à trouver. Puis la révision, elle est très coûteuse. Pour pouvoir la déplacer, ils ont mis un carburateur à la place d'injection. Et c'est le simple carburateur ou il y a le double? Parce que je sais que sur ces modèles... c'est un double. C'est un double, ouais. Parce que sur ces modèles, tu avais 3 puissances. Un avec le premier carbu plus petit, je crois que c'était 230 chevaux. Après, tu passais à 270 avec le double carburateur. Avec injection, c'était 290 chevaux. C'était pas mal pour les années 58. Hein. Ah ouais. Mais tu vois, ils étaient pas chiards parce que te foutre un 290 chevaux, 4 freins tambour, fallait... Boîte 4 vitesses, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est une boîte 4 Ça aussi, vitesses. En fait, c'est la configuration. Si d'origine elle était injection avec 4 vitesses, c'était la configuration la plus rare de l'année 58. Puis donc, elle est passée par le Québec, Canada. Elle a été achetée neuve, au Canada. Et puis après, elle a été exportée. Je ne peux pas te dire si elle est arrivée directement en Suisse ou si elle a transité par un autre pays encore. Par rapport au numéro de châssis, je voulais vraiment qu'on soit sûr de la bonne couleur. Ah oui, c'est juste. Parce qu'au modèle 58, tu vois, ça change beaucoup. Et puis là, la couleur, elle est blanche, mais c'est pas le bon blanc. Elle devrait être un peu plus crème. Elle devrait être un peu plus blanche, ouais. Un peu jaune. Non, moins jaune, justement. Ah. Un peu plus bleuté. Okay. Celle-là, elle est vraiment, elle est monochrome. Un peu plus vigoueux, un peu plus. Celle-là, elle est monochrome, elle n'a pas le double couleur comme certaines avaient juste ici. Non, elle a pas, celle-ci. Ça, c'était une option, ça, je crois encore. Le client, il a envie de le faire, mais il veut pas le faire en peinture. Son ami qui fait du covering, alors il va certainement la faire une couleur qu'il lui, il a envie. Et puis plus tard, quand il en aura marre et qu'il voudra l'enlever, mais il pourra toujours l'enlever, tu vois. C'est pas si bête que ça. Non, c'est pas con. Les 4 gros fleurons, marqueurs typiques de Chevrolet à cette époque.
Alors, Sur tous leurs modèles, hein, pas que Corvette. je vais te contrarier parce que toutes les américaines sont passées en 4 feux à partir de 58. Ah ouais? 57, c'était vraiment la dernière des années. Après, tu prends toutes les Cadillac, toutes les Buick, Oldsmobile, tout est passé en 4 feux devant. Mais tu dis toutes les marques américaines? Ouais. Ou GM? Non. Mais en tout cas, cette forme typique là, c'est Ouais, ouais. Chevrolet ça. Oui, ça, c'est vraiment C'est typique vraiment Chevrolet. Les Chevrolet. deux bien alignés comme ça. ouais. Exactement. Ouais. Puis là, je pense derrière, par contre, elle a pas encore les 4 petits. Ça, il me semble, c'est l'année suivante, à partir Non. de 59. Elle a pas les 4 petits, elle a le long. Elle a les échappements intégrés dans les pare-chocs. Ça, à partir c'était de- vraiment le petit clin d'œil magnifique qu'ils ont fait, c'est de mettre ces échappements dans les pare-chocs. Ouais, c'est joli. C'est vraiment trop beau. Très quoi. joli. Après, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup poussé sur le design, il est magnifique. Mais pourquoi ils vont nous mettre une trappe à essence comme ça, moche sur l'arrière? Elle est bien voyante. Hein. Mais pourquoi ils ont fait ça? Il y a beaucoup de véhicules américains, soit ils les ont cachés derrière les plaques d'immatriculation, donc tu basculais ta plaque, puis tu enlevais le bouchon, puis tu pouvais faire le plein. Ou alors, ce qui était superbe aussi, tu avais le feu arrière qui s'ouvrait, puis tu avais le bouchon derrière le feu arrière. Le petit feu arrière, là, ben, il basculait comme ça. Puis là, tu avais le bouchon du réservoir d'essence sur certaines américaines. Donc c'était beau, Ouais, quoi. ça Ça épousait défigurait la pas le... Parce qu'ils ont une superbe ligne d'aile, c'est magnifique. Puis ils ont fait ce truc coupé à la hache, là, c'est dommage quand même. Elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. C'est tout vrai que carré. Tu vois, en bas, ils se sont amusés à faire un petit arrondi propre. Puis en haut, Mais parce qu'il n'y a rien qui ferme. moi je pense qu'en haut, c'est l'apprenti qui a coupé, quoi. S'exercer. Ouais, je pense qu'ils ont dû s'exercer. Parce qu'à partir de 58 aussi, ils ont commencé à bosser sur le prototype qu'ils appelaient XP700, qui était la future C2. Et après, tu vois dans les modèles qui ont suivi de la 58, où il y a des modifications, où ça commence à se rassembler à ce qui sera la future C2. C'est une des dernières où c'est encore vraiment la C1 avec le design de... Ouais, puis après, ils ont un peu changé la face arrière. qui ressemble Bah, à- toutes les Corvettes en fin de série adaptent l'arrière par rapport à la série suivante. Hein. C'est juste. Tu regardes la C7, les feux comme ça, tu prends la C8, elle a de nouveau les feux comme ça. C'est juste. Non, ben là, on va réparer l'accident qu'elle a eu. C'est pas du tout que c'était comme ça. Je pensais pas que c'était une sorte de... Ben, c'est de la toile tressée pour les réparations. Donc là, on chanfreine les deux champs. On pense la pâture jusqu'au fond. Puis après, on va venir appliquer une toile ici, comme ça. Hop, au pinceau. Ouais, il y a un collègue de résine au pinceau pour que ça tienne en place. On va réparer aussi là. On va mettre un autre morceau que j'ai déjà coupé. C'est la même chose. On va planter là. Tac. Puis on va venir plier là aussi. Et puis après, ben, une fois que c'est rempli là, que j'ai fait la résine, tout ça, je vais les retravailler après, par derrière. Je vais les remplir à l'intérieur avec de la résine liquide. Et puis là, on va fermer tout ça, histoire que ce soit propre. Donc, dans un premier temps, on travaille avec une toile épaisse pour vraiment rigidifier. Et puis après, on finira avec une toile beaucoup plus fine pour vraiment tout faire le masque. Tu veux peindre par-dessus, c'est fait exprès ou... Ouais, ça, on peut peindre par-dessus. J'imagine ça coûte bonbon. Ça va encore, le matériel, ça va. Ce qui coûte cher, c'est le temps que tu passes autour pour l'application, pour la réparation. Le produit en lui-même, ça va. Alors, on va aller gentiment préparer un petit peu de résine. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on va... Parce que les autres formes de la fibre de verre que tu pourrais avoir. Si par exemple tu veux faire une pièce, une portière entière, vraiment changer la portière, Ouais. ça arrive, c'est sous quelle forme? C'est un panneau de fibre de verre? Alors, tu peux les commander déjà prêts, ouais. Ils ont été déjà moulés, préparés, puis ça arrive en forme. Autrement, tu peux commander, si tu dois vraiment faire une grande réparation, tu commandes des rouleaux de fibres, ils font 1 mètre de haut, et puis tu retoiles tout, tu refabriques. Tu dois faire un négatif. Ouais, ou alors avoir une autre corvette pour prendre le négatif, prendre l'empreinte si tu veux, extérieur de l'aile. C'est pour avoir un moule. Pour avoir un moule, ouais. Mais je te montrerai ça après. J'en ai encore. Je vais prendre des gants parce que mes petites mains, elles aiment bien les gants. Plus clair. Non, on va retraverser de toute façon. Alors, C'est là que t'as mené. la résine. Tac, ici, ici, ici. On va préparer un peu. Tu vois, c'est comme de la poudre blanche. Hein. Je sais pour dire des conneries, mais c'est pas si faux que ça. Ça peut t'expliquer où tu recharges avec cette poudre. Exactement. C'est une poudre de charge. C'est du verre. C'est du verre qu'on cassait. Ok. Tu vois? Ah, faut C'est- un bon l'aspirer, masque. Ouais. C'est hyper léger. Puis ça rentre bien dans les bronches. Mais tu peux mettre ton doigt dedans, tu verras. C'est dingue, hein? Ouais, C'est- franchement, Tu sens rien? Tu l'as touché? C'est tout léger. On dirait un nuage. Alors ça, c'est vraiment pour faire un pigment de charge, pour vraiment rendre plus épais ta résine. Parce que ça, on utilise la résine qui est super liquide. On mélange avec un durcisseur, ouais. Alors on va déjà mettre une dizaine de grammes. Mettons à toi, ouais. C'est assez précis. Si tu veux que ça sèche bien, il faut être précis. Voilà. Et donc là, c'est la résine que tu utilises donc sur le tissu qu'on a vu tressé. Exactement. Exactement. On lui met la poudre un peu dedans, puis après tu la brasses pour rendre ça un petit peu plus thixotrope, donc un peu plus épais. Parce qu'autrement, quand tu fais l'étaler au pinceau, ça va vraiment couler. Il faut bien mélanger.
Et puis après, on lui met le cicatif, le durcisseur dedans, pour que la réaction commence au séchage, tout simplement. Mais une fois que le durcisseur sera mis, il faudra activer, ouais. Je ne veux pas en trop en mettre trop, comme ça on a le temps de faire quelque chose de propre. Ouais, comme ça, ça me fait un peu une papette épaisse. Tchac. Bah alors il me donne toutes les composants de la... Les quantités. Les quantités et puis les pigments que tu dois mettre dans une teinte. Par exemple pour la Corvette, là, si on va chercher, moi je l'ai rentré là, fabricant, tac, c'est bon. Ouais, donc ça, c'est un peu l'ordi qui est fourni avec le Oui, fabricant. après tu dois aller chercher la teinte sur la voiture pour qu'il te la donne là, quoi. Après on l'a fait en C'est chose- sous licence, ça, j'imagine. Oui, c'est sous Tu licence. payes, hein. Bah, bien sûr. Et puis après là, on a les formulations pour la teinte. Pour faire la Corvette, là t'as du, bah tu vois, c'est écrit, hein, du Bah, blanc, ouais, du blanc, transparent, de l'ocre et du Noir. noir. Puis après, ils te donnent les proportions de mélange. Pour faire 1 kilo, tu devras mettre 450 grammes de ça, 419 grammes de ça. Alors après, tu as les bidons, ils sont répertoriés là. Ils sont là-dessus, quoi. Il faut juste les chercher. T'as le 156, ça c'est de l'ocre. Tu dois mettre dans la teinte, t'avais le 191. C'est tous les teintes différentes pour faire la formule. Une fois que tu as fait ça, bah, tu la dilues, tu la mets dans le pistolet, tu passes en cabine. Ça a l'air pratique. C'est Ouais. pratique, mais Maintenant, après... Voilà, c'est un coup. Après, quand tu fais ta teinte comme ça, après on fait des échantillons pour le contrôle, Mhm. pour voir si c'est juste par rapport à la voiture. Parce que les peintures, elles vieillissent quand même beaucoup. Et donc là, il y a une base de données hein, avec T'as- les peintures. T'as une base de données, ouais, on a Vu que là, par exemple, c'est une vieille voiture, un appareil qui s'appelle un photospectromètre, tu vois, et tu le places sur la voiture, il fait des captures de photos, puis après il va te donner la formule à mélanger, ce qu'ils pensent. ce qui que c'est pense juste. être le plus proche de ce que tu C'est pour ça, as quand même, tu fais trouvé. un échantillon d'abord. Après tu fais un échantillon pour être vraiment au top, quoi. Ouais, je vois. Je connais pas du tout ce genre Ouais, c'est d'appareil. bien. C'est 15 000 balles. Le machin là, Ça se gêne pas. ça doit aussi te coûter, je pense. Ouais, c'est par mois ou par année. La licence, c'est par année. Je fais un peu de la mixture parce qu'il faut que j'en mélange un peu plus, tu vois. Donc je reviens un peu épais. Tu vois, je suis un peu trop épais maintenant. Faut que je Il y a des mette un peu- grumeaux. Oh, mais des grumeaux, c'est normal. Il faut brasser. Faut secouer. Ouais, faut y aller. Bien faire les bords aussi. Tu vois, comme ça, on a une certaine Après, faut goûter. épaisseur. Bon, ça, je te laisse faire ça. T'as pas un pommeau pour ça? Si alors, non. Ah, l'autre jour, il a goûté une antigel. Ouais, voir ce que c'était. De son plein gré? Ah, de son plein gré, ouais. J'avais une fuite sous une bagnole, j'ai dit c'est quoi qui coule, tu crois? Il est arrivé, je te donne dedans. Ah, c'est pas de l'huile, il m'a dit. Ah non, il sait quel goût à l'antigel. Ah, Il a il pas sait. recraché. Non. Quoi? Non. Non, c'est un bon, crache pas. Tu vois, là, je mets déjà la résine, histoire d'avoir une couche d'accrochage pour ma toile. Après, là, on vient la recharger après. Tac. Hop. Après, il faut reprendre la petite toile qu'on avait. Celle-ci, on va la placer, qu'elle soit juste. Voilà pourquoi les gants. Puis là, on tamponne. Mettre la boîte dessous parce que ça coule, jusqu'à ce que ça soit bien à travers. Donc généralement, une fois que t'as fait le mélange, t'as une dizaine de minutes pour appliquer. Bah, ça dépend de la proportion de durcisseur que t'as mis. Puis là, j'en ai mis un peu beaucoup, donc tu vois, ça change déjà beaucoup de couleurs. Ça s'épaissit vite, hein. Donc on va faire que ce petit coin-là, puis après, on fera le reste en bas plus tard. Et comme ça, t'as déjà pu voir une étape un peu de l'application. C'est super, hein? Tu vois, quand tu fais le côté d'une voiture comme ça. J'allais dire, ça ne tombe pas sur une pièce de. Ouais, mais après, tu peux le faire au rouleau, puis tu le fais un petit peu moins épais. Là, je l'ai fait un petit Je vais dire. Je l'ai fait un petit peu épais parce que comme on est en sens inverse, j'ai pas envie de tout par terre. Ah, c'est plus pratique comme ça. Ça, on pensera après, quand ça aura séché. C'est vrai que ça devient un peu vert pomme. Tu vois, maintenant. ça commence à venir vert pomme. Ouais. Faut aller vite. Tu vois, elle tire vite, puis après elle sèche lentement. Je sais pas pour la poncer avant 2 heures de temps en tout cas. À moins que je l'active avec un fun ou une lampe infrarouge ou des choses comme ça. Comment ça sèche? Non, pas aux UV. Infrarouge. Ouais, température. Là, il est mis. Ensuite, j'ai appliqué ça dessus. Ça, c'est pour ramasser l'excédent de résine, tu vois. Ça dépend. Ça, ouais, exactement. Ça évite d'avoir des surépaisseurs. Là, tu peux le faire au petit rouleau, mais comme j'ai dit, je le fais avec le gant. C'est plus vite faire. Là, ça sèche du feu de Dieu. Là, t'en remets encore un peu partout. Non, je lisse simplement. Pour pas avoir de bulle d'air. Tu vois. Puis ça, après, on enlève comme un pansement après. Ouais. Comme ça. Puis ça, on laisse sécher maintenant. J'ai déjà réparé un boulot de côté avant que vous arriviez, comme ça je peux te montrer après le séchage comment c'est venu. Tu vois la résine, une fois qu'elle a séché dans le poids, ça c'est celle de l'autre jour. Ça vient hyper... Tu vois?
C'est un peu satisfaisant. Alors, si tu mets pas la toile comme on a mis, eh ben, elle va partir. Ouais, il n'y a pas de support. Il n'y a rien, on dirait tasse. Alors, ce qu'on a posé là, une fois que j'ai enlevé le petit sparadrap, rouge et blanc qu'il y a là, ça va donner ça. Tu vois, j'ai réparé le coin l'autre jour où vous êtes venu et puis que c'était cassé. Tu vois. Là, ça durcit, la résine elle est bien collée, ça vient là au bord. Et puis ici, j'ai aussi mis la même chose. Là, on voit la toile, elle s'arrête là et là. Là, j'ai commencé déjà à égaliser et à poncer. Comme ça, là maintenant, c'est... Bah, je comprends que ce soit des heures de boulot. Tous les petits morceaux de fibre qui dépassent, tu les enlèves comment? Ça, je les enlève avec une petite genre Cutter. Dremel, quoi. Ah, très bien. ouais. Ah, c'est dur. Oui, c'est du béton, ça. D'accord, ok. Parce que si tu vas tirer dessus, tu vas risquer de décoller, d'abîmer et autres. Tu peux les couper. Tu les... Puis loin. Ok. Je fais bien, hein, le bruit de la Dremel. Oui, très bien. Je cherchais le réservoir, puis tout, je l'ai pas trouvé. Je pense qu'il est sous les sièges. Il est là, au moins heureusement. par là. Il est que d'un côté. Oui, il est là. Le réservoir est là-dessous. Ah ouais, il est tout le long. Ouais. Tu vois. Ok. Tout beau, tout neuf. Ah, mais juste derrière, t'as appuyé sur le réservoir. Ah, t'es sur une petite bombe. C'était une petite bombe à l'époque. Hein. Tu vois, c'était... Littéralement. Et puis les entrées, les panneaux de porte, il n'y a aucun renfort. Il y a que le panneau de fibre de verre. Il n'y a aucune, pas comme dans nos récentes, tu vois. Même la CI3, elle a déjà des traverses métalliques dedans. Celle-là, Ok. Ah, celle-là, tu... non, il n'y a rien du tout. C'est la même réparation que l'autre côté, quoi. C'est la même chose. Ça a commencé un peu à sécher, ce qu'on a mis tout à l'heure. Alors là, je peux enlever le petit pansement. Tu vois, comme ça, c'est beau lisse, là, maintenant. Ah ouais, c'est fou, on dirait que ça a fusionné avec la carrosserie. Ouais, donc tu vas quand même délicatement pour être sûr de rien arracher. Ouais, c'est très très frais, je t'enlève ça un peu vite. Mais au moins comme ça tu as pu le voir. Comme ça maintenant, bah, c'est hyper lisse, quoi. Et donc là après c'est ça qu'on avait vu sur la portière. Exactement. Tu Après je vais le ponces. poncer et puis on va... Bah, là derrière où il y avait des petites cassures, je vais déjà nettoyer là. Puis je vais enfiler avec une petite seringue la résine derrière pour reprendre les croquants. Ok, une fois que c'est Tout bien mis à simplement. niveau, Ouais. c'est ça que tu ponces puis que tu peins. et Exact. voilà. Donc, je disais, Je sais plus. quand tu gicles, une fois que tu as giclé, Ouais. après tu reponces. Normalement, l'étape est terminée. Dès que tu as giclé un véhicule, tu ponces les petits défauts qui sont apparus, des grains de poussière et autres, et puis tu les poliches. Ok. Mais que tu fais de la restauration, ça dépend du budget du client. Des fois, on reponce le véhicule complet, sans passer à travers, sans découvrir Oui, la sans teinte. enlever ce qu'on a enlevé. Voilà. Faut juste lisser si tu veux. Et puis après, on regicle une deuxième fois du vernis par-dessus. Ok. Comme ça, on a vraiment un effet miroir, comme on appelle. Pas comme en menuiserie, tu reponces quasiment à chaque fois. Très fin, hein, mais Ouais. sinon on ponce le vernis T'as où il dit- laisse un grain pas Il te agréable au laisse un- toucher. Ouais, mais ça lève le poil, comme on dit. Ça, tu le fais avant. Enlever le poil, c'est vraiment la fibre du bois. Elle se relève surtout quand il y a l'humidité, ce genre de choses. Mhm. Donc là, d'abord, tu fais Tu propre. casses. Ensuite, tu passes ton vernis ou ton huile. L'huile, il n'y a pas besoin par contre de reponcer après. Mais le vernis, ouais, ça laisse une espèce de... Ouais, comme des grains de sable. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Un peu... Tout à fait. Comme le crépit, plus fin. Je me demandais s'il n'y a pas toujours dans la Non, carrosserie nous, stage. alors là, non. On est déjà très fin quand on pense. Puis t'as pas cet aspect justement du bois où t'as Ouais, encore c'est des pour eux, petits... ouais. Donc quand on finit de poncer, en général, avant de tirer un vernis, on est entre 800 et 1000 de gras. Donc c'est déjà vachement haut. Et puis après, si on fait du polissage dessus, on reponce, on repart avec du 1500. On a même des grains de 6000 pour terminer Ouais, avant le polissage. La peinture ça sèche rapidement. Enfin, quand t'as fini de. Alors la peinture, une fois qu'on a fini de gicler, on la laisse en général tirer 10 minutes, quart d'heure pour qu'elle se tende. Donc les agents de tension, elle devient un peu élastique, puis elle se tend. Ouais, c'est un peu bizarre. Il y a certaines peintures que tu as un rendu fini extraordinaire, tu le gicles, c'est lisse, c'est fantastique. Puis tu as d'autres textures de peinture où c'est plus finition un peu plus orange, c'est bizarre. Puis ça réagit, puis une fois qu'il a tiré pendant 10 minutes, quart d'heure, donc tu nettoies ton pistolet, que tu ranges tes affaires. Après, tu mets sécher le véhicule. C'est lié au pigment, au composant? C'est lié aux composants, ouais. C'est souvent les liants qui font ça. Puis faire sécher en fait dans la pièce qu'il y a derrière nous. Oui. Tu allumes un chauffage. Alors oui, si tu veux, déjà en mode giclage, tu as un chauffage où tu as l'air qui est aspiré par l'extérieur, l'air frais. Donc s'il fait 4 degrés, tu as l'air qui passe à travers ta chaudière à 4 degrés. Donc il y a une bonne économie. Hein. Et puis tout ce que tu injectes à l'intérieur ressort. Donc si tu chauffes à 25-30 degrés dedans, donc tu vas devoir chauffer de l'air qui est ambiant extérieur. Donc si elle est à 6, ben, tu dois la réchauffer jusqu'à 20-21, parce qu'on gicle entre 20 et 21 degrés. Après, ben, elle ressort. Elle ressort autant chaud, donc tu as la proportion de perte que tu as. Par contre, que tu mets en mode séchage, elle te recycle aussi un petit peu d'air. Elle prend un peu d'air frais dehors, mais c'est plus ou moins 20%.
20% d'air frais. Tout le reste, c'est du recyclage interne. Ça te donne un petit peu d'air frais, de nouvel oxygène si tu veux, parce que quand tu vas sécher, ça va dégager beaucoup de gaz, de solvants. Ouais, bah les solvants, tu vois, ils disparaissent, donc il faut vraiment aussi les évacuer. Parce que autrement, ça te dégage un film assez opaque dessus, et puis tu perds beaucoup de brillance. Ah ouais, c'est pointilleux à tous les niveaux. Ouais, la peinture, c'est assez pointilleux. Il faut vraiment tout respecter si tu veux avoir un résultat propre, quoi. Puis la base, c'est la préparation. Tout ce qui passe dans le four, il faut que ce soit zéro défaut. Avant de gicler, si tu vois un défaut, gicle pas là-dessus parce que tu vas foutre Ça du ressort matériel. x4 après. Tu vas foutre du matériel en arrière, c'est un effet lourd, comme tu dis, ça ressort x4. Minuterie, c'était ça, Et t'avais puis des faux. puis tu peux recommencer. Après, tu voyais plus que ça une fois que c'était Alors verni. t'es content quand t'as mis 3, 4, 500 balles de produit sur une aile pour la peindre, il faut zéro défaut. D'ailleurs, avant de mettre dans le four, là, comme on voyait le capot avant, t'es obligé de tout le dégraisser, tout le contrôler. J'ai des lampes pour les contrôler, voir si on n'a pas de porosité et autres. C'est un peu pointilleux. Ouais. Puis aussi avant de sécher, je vais aussi contrôler avec une lampe qui a plusieurs degrés de colorimétrie. T'as l'ambiance lumière du jour, comme dans un parking souterrain. Pour vraiment te rendre compte si ta peinture elle est bien couverte. Si t'as pas une tache dessous de surface air, tu vois en transparence. Parce que quand t'es dans une cabine, t'as des néons en haut, t'as un masque sur la figure, t'as quand même un effet entre mes lunettes, parce que je vois rien quand j'ai pas de lunettes comme maintenant, entre mes lunettes puis le masque, t'as une grande différence. Alors après, quand t'as giclé, tu viens contrôler avec une lampe pour vraiment dire quand je vais la livrer ou que je vais la mettre au soleil, cette voiture, elle sera en expo et autres. Est-ce qu'on a une tache? Est-ce qu'on a un angle qui est mal couvert? Est-ce qu'une fois que c'est giclé puis que c'est sec, c'est trop tard, non? On va tout recommencer. Exactement. Merci encore à Jean-Marc pour son accueil. On vous laisse dans la description le contact de la carrosserie. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. On vous met aussi nos réseaux dans la description. On est sur YouTube, vous connaissez la chanson, like, abonnement. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est surtout ça qui est important. On démarre gentiment. Si vous pouvez nous aider, ça nous fait grandement plaisir. À la prochaine. Ciao, 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 ciao. Là, je crois qu'on a à peu près tout dit, quoi. Tu as pas le string Mais où? accroché au rétroviseur de la Cherokee. Il y a un string. Ah oui. Nice.